professeur Santos, vous avez remarqué la prolifération de règles qui peuvent être sollicitées en la matière. Et nous avons au cœur de notre matière le droit des sociétés, un droit qu'on peut considérer comme assez rigide, comme assez rigoriste, qu'il a fallu à un moment donné adapter aux besoins de chaque entrepreneur. C'est en cela que le recours au pacte d'actionnaires est assez fréquent, en ce qu'il permet un certain retour des espaces de liberté contractuelle dans le droit des sociétés. L'acte uniforme sur les sociétés l'a consacré depuis 2014, le recours au pacte, aux conventions extra-statutaires, mais on pourra peut-être se demander si ce n'est pas une autorisation sous surveillance. Quelle est peut-être l'analyse théorique de la question, qui nous sera âprement démontrée par le professeur Aristide Badi, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après, nous aurons abordé un versant pratique de la chose. Maître Carl de la Chapelle, avocat associé au cabinet Arendt Medernach, nous montrera un peu comment ça fonctionne. Et Maître Émilie Silva du cabinet Miranda et Associés nous montrera ce que l'on peut faire pour éviter les difficultés d'exécution des DIPAT. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Badi. Professeur, vous avez la parole. Merci, Maître. Alors, comme vous l'avez si bien introduit, moi je me limiterai à parler de l'aspect purement théorique, étant un théoricien du droit, mais rassurez-vous, théoricien et praticien se complètent. Donc c'est la raison pour laquelle, après mon intervention, il y aura deux avocats qui vont en tout cas entrer dans le fond. Je pense que la première des questions pour un entrepreneur, la première des questions à se poser, ou un investisseur, c'est de se dire, si je veux instituer une relation contractuelle, est-ce que je dois passer par les statuts, ou bien est-ce que je dois utiliser un pacte d'actionnaires? Alors, c'est vrai que tout à l'heure dans l'assistance, on a posé la question, une question de sémantique. Vous voyez par exemple des auteurs qui vous disent que les pactes d'actionnaires, on peut les retrouver dans les statuts, les pactes statutaires, ou bien on peut les retrouver en dehors des statuts, pactes extra-statutaires. Alors, le choix de l'OHADA, c'est de parler de convention extra-statutaire, plus particulièrement à l'article 2-1. Alors, ce que l'OHADA fait, c'est quoi? C'est de dire, vous avez des conventions extra-statutaires, mais met l'accent sur deux éléments. Le premier élément, on pourrait parler des rapports entre le pacte d'actionnaires ou la convention extra-statutaire, l'acte uniforme et les statuts. Et le second élément, c'est le domaine du pacte. Alors, le premier élément, un pacte d'actionnaires, il faut retenir qu'un pacte d'actionnaires ne pourra jamais être contraire au statut. Un pacte d'actionnaires ne pourra jamais être contraire à l'acte uniforme. Donc il y a une sorte de hiérarchie que le législateur de l'OHADA établit entre ces trois entités. L'acte uniforme en tant que tel, les statuts et les conventions extra-statutaires. Ensuite, vous avez le domaine. Alors, le législateur permet aux associés librement de prévoir les rapports entre associés, de prévoir l'accès au capital. Et donc, cette liste qui est visée est une liste limitative. Et quand on regarde très bien l'article 2-1, on se rendra compte qu'en réalité, quelque part, le législateur parle de la typologie des pactes d'actionnaires ou des différents pactes d'actionnaires. Mais le législateur ne se limite pas à cela. Par exemple, quand vous prenez l'article 765 et suivant, 765 à 771-1, vous vous rendez compte que, de façon expresse, le législateur prévoit des cas de pacte d'actionnaires ou des conventions extra-statutaires.
et particulièrement les clauses d'agrément, les clauses de préemption, n'est-ce pas, les clauses d'inaliénabilité. Alors, c'est vous dire ceci, c'est qu'en étudiant le pacte, donc là c'est l'aspect théorique, après M. de la Chapelle complétera, vous avez deux catégories principales de pactes. Vous avez des pactes qui s'intéressent à ce qu'on appelle la géographie du capital, et deuxièmement, vous avez des pactes qui s'intéressent à la gestion de la société en tant que telle. Alors, pour les pactes qui s'intéressent à la géographie du capital, donc, je les ai cités tout à l'heure, clause d'agrément, clause de préemption, clause d'inaliénabilité, et le législateur prévoit des règles précises. Je prends un exemple. Est-ce que dans une société anonyme qui fait appel public à l'épargne, est-ce qu'on pourrait avoir une clause d'agrément? Le législateur est clair là-dessus. Il ne pourrait pas y avoir une clause d'agrément dans une société qui fait appel public à l'épargne, parce que quand la société fait appel public à l'épargne, elle peut être cotée en bourse. Or là, c'est la libre négociabilité des actions. Vous avez également une limite aussi qui est donnée à la clause d'inaliénabilité. Elle ne doit pas dépasser 10 ans. Ensuite, il faut que ce soit un motif sérieux. Alors, la question qu'on va se poser est de savoir, mais qu'est-ce qu'on entend par motif sérieux? Certains vous diront, c'est la clause d'inaliénabilité ne doit pas être contraire à l'intérêt social. Donc, l'intérêt social pourrait être considéré comme étant un motif sérieux. Vous avez aussi des clauses de préemption, des pactes de préemption lors de la cession, avant, n'est-ce pas, de vendre des actions à une tierce personne, on s'engage à les proposer, n'est-ce pas, à un associé, par exemple. Donc tout ça, ça permet véritablement de contrôler ce qu'on appelle la géographie du capital social. Savoir qui entre, qui n'entre pas, est-ce qu'il y a des investisseurs indésirables ou pas. Deuxièmement, vous avez des pactes d'actionnaires relatifs à la gestion. Là maintenant, on va s'intéresser aux dirigeants en tant que tels, par exemple. On peut insérer dans un pacte une clause de non-concurrence, par exemple. On peut également, des actionnaires peuvent se répartir les sièges. Par exemple, le groupe d'actionnaires A, n'est-ce pas, aura tel nombre d'actions, ou bien les administrateurs seront désignés dans le groupe B ou dans le groupe A. C'est selon, en fait, puisque les modalités sont définies de façon libre, comme le dit, comme le précise du moins l'article 2-1. Alors, vous avez aussi des clauses qui sont relatives à l'activité en tant que telle. Un investisseur voudra, par exemple, disposer d'un droit de veto, ou bien voudra, par exemple, disposer d'un droit à l'information renforcée. Par exemple, dire, à la fin de l'exercice, j'aimerais quand même avoir les états financiers de synthèse pour voir comment est-ce que la société est contrôlée. Alors, donc voilà, grosso modo, ce qu'on pourrait dire, c'est que le législateur de l'OHADA a prévu, en parlant des pactes d'actionnaires, mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a une hiérarchisation qui a été effectuée. Ensuite, le législateur liste à l'article 2-1 le domaine qui pourrait être le domaine des associés, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, la liste est limitative. Ça veut dire que l'imagination est laissée aux praticiens, c'est aux praticiens de voir qu'est-ce qu'il faut mettre, pourvu que les clauses ne soient pas contraires, ni au statut, ni à l'acte uniforme. Je vous remercie. Merci, cher professeur, sans transition. Merci beaucoup. Quelques mots d'un point de vue pratique. Donc, avant tout, je ne viens pas d'une juridiction OHADA. Je suis un avocat luxembourgeois. La pertinence, je pense ici, c'est qu'on partage un système de normes qui reste assez cousin. Le système luxembourgeois est très influencé, ou même créé par le système français, et influencé par le droit des sociétés belges, qui lui-même aussi a des influences françaises.
Et on a, au travers de notre activité, Luxembourg est une place très capital risque, très private equity, on a une activité autour de la problématique du pacte d'actionnaires qui est constante. La première chose qu'on peut dire à propos de ça, c'est que dans le cas du capital risque, il y a évidemment de nos risques, et ce qu'on cherche à faire, c'est se baquer contre ce risque-là. Et le pacte d'actionnaires peut intervenir à un nombre, pas illimité, mais à un certain nombre de niveaux dans le mécanisme du capital risque. On peut commencer peut-être du moins pertinent pour l'Assemblée au plus pertinent ensuite. Le manager qui est en train de créer son fonds, le sponsor, n'est pas tout seul, ou au fur et à mesure de nouveaux associés viennent pour l'aider à construire son portefeuille, etc. À ce niveau-là, il va déjà avoir un pacte d'associés. Vous avez ensuite la possibilité d'un pacte d'associés au niveau d'une joint venture, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs co-investisseurs, plusieurs fonds d'investissement qui allaient aller vers une cible commune. Vous êtes dans une situation 51-49%. Comment est-ce que vous gérez le pouvoir au milieu de ça? Et vous avez le cas dont on a un peu plus parlé ce matin, qui est un entrepreneur qui a développé sa société et qui, à un moment ou à un autre, ouvre son capital à un investisseur en capital risque. Et là, des deux côtés de la barrière, vous aurez des problématiques aussi et un pacte d'associés qui sera essentiel. Je souhaitais dire ça en tout premier lieu. Le point commun entre les attentes dans tous ces pactes d'associés, en tout cas à Luxembourg, et je pense que la problématique doit être à peu près commune ici, c'est l'édiction de règles privées et confidentielles. C'est aller plus loin que les statuts, que ce qu'autorise, tout en restant aligné par rapport à la loi et aux statuts, mais que ce qu'on peut montrer aux autres. Soit aux autres, qui seront l'intégralité de la population. Au Luxembourg, en tout cas, les statuts des SARL, des SA, des SAS, etc., sont publiés. Si vous voulez rester un peu discret, il y a des choses qu'il faut mettre à côté. Soit, parfois, dans un pacte d'actionnaires qui ne concernera pas tous les actionnaires, faire ça entre 2 ou 3 actionnaires pour organiser un contrôle conjoint qui ne sera pas forcément visible de tout le monde. Une clause de sortie, par exemple, n'a pas à être connue des tiers, on n'a pas à connaître une valorisation de la société, etc. etc. Donc, c'est la problématique qui sera commune à peu près à tous les pactes d'associés. Maintenant, en fonction des différents cas que je vous ai décrits, il y aura des problématiques qui vont varier, et on verra dans le pacte d'actionnaires des sujets qui seront un peu différents. Grosso modo, si on essaie de schématiser les sujets principaux, vous avez le contrôle au sein de la société, s'assurer du contrôle au sein de la société, le contrôle de la société, là on joue avec les parts, et le financement de la société. Donc très brièvement, le contrôle au sein de la société, vous aurez la composition du management. Ce sera surtout pertinent si vous arrivez comme capital risque investisseur moyen ou petit, ou que vous souhaitez conserver, que vous êtes l'entrepreneur et que vous souhaitez conserver un certain contrôle dans votre société. Comment le management sera composé? Vous avez les conventions de vote aussi, on pourra y revenir après, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment l'intérêt social. Et les matières réservées, qui sont très importantes. Quand vous êtes un investisseur en capital risque, vous voulez avoir cette main sur, indirectement, le management de la société. Et ici, le risque dont on parlera sera la gestion de fait. Donc il faut faire très attention. Si vous avez les mains trop dans la société dans laquelle vous avez investi, si vous voulez trop vous protéger contre un risque, vous avez le risque de perdre le voile social qui protège votre responsabilité en tant qu'investisseur. Ça, c'est le contrôle au sein de la société. Le contrôle de la société, comment est-ce que vous assurez un certain intuitu personae? Et ça, je me refigure dans le premier cas dont on a parlé, c'est-à-dire vous êtes plusieurs personnes à avoir lancé un fonds d'investissement. Comment vous assurez que votre collègue ne va pas partir demain en vendant ses parts au plus offrant et vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas du tout et votre business ne fonctionne plus? La restriction de transfert fonctionne peut-être dans l'autre sens quand vous avez une société dans laquelle vous avez fait un investissement capital risque. Vous voulez vous assurer de pouvoir sortir, de ne pas être bloqué. Vous avez aussi la problématique du deadlock. On a parlé du management. Vous voulez avoir quelqu'un au board, vous voulez que les choses se passent bien. Quid si un jour les choses se passent mal? Comment est-ce que vous pouvez sortir de cette situation? On reparlera peut-être de ça, mais c'est des situations de deadlock. Voilà, je pense qu'en 2 mots, c'est la manière dont fonctionne et ce qu'on s'attend à voir dans un shareholders agreement. Je passe la parole au modérateur. Merci Carl pour ta brillante.
Merci. Donc, effectivement, les propos sur la question du management du pacte actionnaire a été brillamment évoqué par le professeur et par Karl. Je vais donc rapidement évoquer les questions de conflit liées à l'exécution de ce pacte d'actionnaires et la prévention de ces derniers dans un pacte d'actionnaires. Il est important de prévoir dans un pacte des clauses qui visent à prévenir toute violation de ce pacte. L'expérience a toujours prouvé que le pacte d'actionnaires est un contrat qui a vocation à mettre en lien des intérêts tantôt complémentaires, tantôt contradictoires. Les actionnaires ne parlent pas toujours le même langage et n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Donc il est nécessaire de prévoir des éléments de sanction pour prévenir tout litige. Je pense à plusieurs clauses. La première clause qui peut être prévue dans un pacte d'actionnaires est la clause d'exécution forcée. C'est une clause qui est utilisée dans beaucoup de cabinets d'avocats et qui est conseillée en premier lieu, qui vise donc pour l'actionnaire d'exécuter scrupuleusement le pacte sous peine de dommages et intérêts. Le problème étant que beaucoup de clauses ne sont pas rédigées de façon à ce qu'on force l'actionnaire à réaliser sa prestation et cette prestation n'est pas toujours assortie de dommages et intérêts. La seconde, donc là, c'est la première limite. La seconde limite est que cette exécution forcée se heurte nécessairement à des principes essentiels du droit des sociétés, notamment le principe d'intangibilité de délibération sociale. À ce moment-là, peut-on se poser la question les limites de l'exécution forcée de ce pacte d'actionnaires. J'aurais tendance, et notamment dans notre cabinet, à privilégier d'autres clauses, notamment la clause pénale. C'est une clause qui a pour objectif de prévoir en avance un montant. Ce montant est nécessairement élevé pour éviter que l'actionnaire ne s'exécute pas ou refuse de s'exécuter et donc dissuader ce dernier. L'inventivité juridique n'est pas limitée et on pourra nécessairement prévoir d'autres clauses qui permettront à l'actionnaire de s'exécuter correctement dans le cadre de ce pacte. Outre ces sanctions de nature conventionnelle, il existe, et je pense que ça a été évoqué par le professeur, des sanctions de nature légale qui sont prévues par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Je pense à la nullité des cessions d'actions dans le cadre d'une clause de préemption ou d'une clause d'inaliénabilité lorsque le cessionnaire avait connaissance de ce pacte d'actionnaires. En outre, ce que je souhaitais aussi évoquer avec vous, c'est la résolution des litiges. Le pacte d'actionnaires n'est pas à l'abri des litiges lorsqu'il y a une exécution et il est nécessaire de prévoir dans le cadre de ces pactes des clauses qui permettront la résolution en bonne entente, on l'espère, des litiges qui interviendront entre les actionnaires. Pourquoi c'est important ? Parce que les actionnaires ont d'abord des nationalités différentes. Alors, il peut y avoir des actionnaires togolais, des actionnaires gabonais, des actionnaires également européens, et il est nécessaire dans un premier temps de prévoir une loi applicable. La loi applicable sera nécessaire et régira l'exécution, l'interprétation, la formation du contrat et également sa résolution. Il est également nécessaire de prévoir une clause de résolution des litiges. Je pense là à une clause d'attribution de juridiction. Cette clause sera nécessaire pour désigner la juridiction étatique compétente et donc éviter tout conflit de juridiction et donc également s'éloigner de cette question de compétence territoriale. Et il est également prévu, et ça c'est quelque chose qui est privilégié par les cabinets, de prévoir une clause compromissoire prévoyant la compétence d'un tribunal arbitral via une institution qui peut être la Chambre de commerce internationale, la CCI, ayant divers sièges, mais également la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et là, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est donc nécessaire
pour prévenir les litiges. Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais évoquer avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, je remercie les trois panélistes pour leur exposé très synthétique qui me facilite donc grandement la tâche pour le résumer. Brièvement, ce que l'on pourrait dire, pour encore le mettre en lien avec la thématique générale, le pacte d'actionnaires est la technique privilégiée d'encadrement des opérations de capital risque notamment. C'est souvent la voie par laquelle un investisseur privé entre dans le capital d'une société ou bien contribue même à l'amorçage de l'activité du jeune entrepreneur. Mais il importe déjà du côté des entrepreneurs d'éviter que le pacte d'actionnaires ne soit pas le moyen par lequel le loup entre dans la bergerie. Donc, il est très important de s'assurer d'une bonne rédaction de ces pactes d'actionnaires. En cela, il y a quelques fragments de réglementation, en restant en droit WADA, quelques fragments de réglementation. Les dispositions de l'acte uniforme ont notamment beaucoup parlé des clauses d'agrément ou encore des clauses d'inaliénabilité. Pour le reste, il appartient aux praticiens de faire preuve d'une certaine inventivité tout en restant dans le strict respect des statuts et de l'ordre public sociétaire. Et donc concrètement, le pacte d'actionnaires peut permettre d'influer sur le vote, sur les décisions de vote dans une société. Il peut permettre de procéder aux cessions d'actions. Il peut permettre de garder une certaine influence sur le contrôle de l'actionnariat, etc. Souvent, la difficulté qui se posera est liée à l'exécution des pactes d'actionnaires. Les pactes d'actionnaires étant classiquement un contrat qui est donc soumis au droit commun des contrats. Quand un contrat n'est pas exécuté, normalement, les pactes d'actionnaires créent encore une obligation de faire. La résolution d'une obligation de faire ou de ne pas faire, ce sont les dommages-intérêts. Donc pour renforcer l'efficacité des pactes, il est intéressant de prévoir certaines clauses, telles les clauses d'exécution forcée ou les clauses pénales. Et pour ce qui est des litiges qui peuvent naître entre les parties à ce pacte-là, ils peuvent également avoir recours à plusieurs procédés de règlement de leur conflit, soit le recours aux juridictions classiques ou bien le recours à l'arbitrage, qui doit donc être prévu dans le cadre d'une clause compromissoire. J'ose espérer que mon résumé a été fidèle. La parole au public. Nous allons prendre tout d'abord une première série de 3 questions, et si le temps nous le permet, nous en prendrons d'autres. Merci. Ok, merci. Bonjour, je suis Ismaël Tanko, de Tanko Timati. Alors j'ai 2 ou 3 questions qui sont beaucoup plus liées à votre conclusion ou à votre résumé tout à l'heure. Vous avez dit, première question, comment est-ce qu'on s'assure de la bonne rédaction du pacte associé? Moi, en tant que profane, comment je sais que le pacte associé a été bien fait? Ça, c'est la première question. Deuxième question, en tant que profane, confient la rédaction d'un pacte associé à une tierce personne ou à une tierce personne physique ou morale, comment est-ce que j'engage la responsabilité de cette tierce personne physique ou morale dans le cas où demain il y a un problème et que ce problème s'avère avoir sa source dans le fait que le pacte associé n'ait pas été bien rédigé? Et troisième question, qui est habilité à faire le pacte associé? Notaire ou cabinet d'avocat? Merci. Merci, Madame Mélissa. Justement, je pense que M. Tanko a déjà posé une préoccupation. La dernière que je vais poser, c'est par rapport au pays. C'est-à-dire en cas de conflit, je ne sais pas si je suis entrepreneur et que je veux me protéger. Est-ce qu'il faut choisir mon pays parce que c'est plus facile pour moi, ou alors regarder quels sont les pays qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire complets, mais qui proposent peut-être une approche qui m'arrangerait. Parce qu'en fin de compte, chacun cherche à se protéger. Voilà, merci. Merci beaucoup les panélistes. J'ai 2 questions. Et la première, j'aimerais comprendre de façon plus approfondie
la pertinence des clauses d'exécution forcée. Et en quoi consiste cette exécution forcée? Et quand nous savons, comme vous venez de le rappeler dans votre résumé, qu'il s'agit généralement d'obligations de faire ou de ne pas faire, et c'est des dommages-intérêts. Ma deuxième question, elle est plutôt relative à l'agencement ou au respect de la hiérarchie que le professeur Badi a rappelé dans ses propos. Quand nous prenons les dispositions impératives de l'acte uniforme sur le droit de société, les dispositions ou les stipulations des statuts, il est rappelé que les parts d'actionnaires doivent être conformes à ces deux instruments-là. Mais nous savons également que lorsque l'investisseur vient et propose son capital, dans son souci de se protéger, généralement, dans ces pactes d'actionnaires, il y a des clauses de règlement de litige qui délocalisent, on va dire, exportent le règlement de ces litiges-là auprès des centres d'arbitrage internationaux. Et il est prévu également dans ces mêmes clauses d'arbitrage le droit applicable au litige. Alors, est-ce que, par le biais de cette clause-là, les parties ne peuvent pas, de façon détournée, éluder des dispositions impératives de l'acte uniforme sur le droit de société, par exemple? Lorsque la clause d'arbitrage dit, par exemple, que ce litige sera soumis au droit canadien, comment contrôler la conformité de ce droit dans le règlement de ce litige-là auprès d'un centre d'arbitrage au Canada, par exemple, la conformité de ce règlement-là aux dispositions de l'acte uniforme? Merci. Alors, je vais demander aux intervenants de répondre dans le même ordre de passage que tout à l'heure, en apportant leur élément de réponse à chacune des questions par lesquelles ils se sentent interpellés. Alors, le premier intervenant veut notamment savoir comment s'assurer qu'un pacte a été bien rédigé. Je crois qu'il faut prendre un avocat tout simplement. Donc, je laisse la parole au panéliste. Rédaction, hein, c'était bien ça. La bonne rédaction et auprès de qui aller pour une bonne rédaction. Je pense que la question de la bonne rédaction, la réponse évidente serait un juriste, qui soit avocat, qui soit peut-être notaire en fonction des juridictions, qui soit... voilà, c'est à peu près les personnes qui pourront vous rédiger ce document. Donc quelqu'un qui connaisse les règles, qui s'appliquent de toute manière, les règles légales. Je dirais qu'une fois qu'on a fait ça, on a peut-être fait 10% du travail, et que la bonne rédaction d'un shareholders agreement, dans tous les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est celle à laquelle est partie justement les personnes qui vont y entrer. Et on en parlait juste avant ce panel, qu'un bon pacte d'actionnaire est certainement le pacte d'actionnaire qu'on ne relit pas. C'est-à-dire qu'on le fait, on y travaille, une fois qu'il est signé, il est là. On connaît les règles, on sait à peu près comment la société doit fonctionner, et on ne le rouvre que le jour où on a une petite vérification, ou le jour où on a un conflit. Et le bon pacte, c'est donc celui qu'on n'ouvre pas, parce qu'il n'y aura pas de conflit, tout le monde a bien compris l'intérêt de l'économie du contrat. Et d'autres personnes comparent ça au processus d'un engagement prémarital, un prenup, c'est-à-dire que ça fait un petit peu mal quand on le discute une première fois, quand on voit comment les choses se passent, mais qu'ensuite, au moins, tous les problèmes sont derrière. On peut même voir dans la bonne rédaction d'un pacte d'actionnaire quelque chose qui permet de rapprocher le lien entrepreneurial, ça peut être vu comme ça. Et donc c'est là où on se rapproche, où on dépasse un peu le rôle d'avocat. Pour les questions des responsabilités, donc il y a certainement une responsabilité professionnelle de l'avocat, et je crois que pour la question du qui, je viens d'y répondre. Voilà, c'est les quelques éléments que je veux partager avec vous. Je ne sais pas si... Oh, d'accord. Voilà, alors, je pense que quand on regarde l'acte de réforme relatif aux sociétés commerciales, déjà le recours au pacte d'actionnaires, j'avais commencé mon propos par dire
la première des questions qu'on doit se poser est de savoir est-ce qu'il faut recourir au statut ou au pacte. C'est parce qu'il y a plus de souplesse dans les pactes. Quand dans l'acte uniforme, même dans l'acte uniforme aussi, il y a de plus en plus de souplesse par rapport à la rédaction des statuts ou à la forme des statuts. Est-ce qu'il faut un acte notarié ou bien un acte sous seing privé? Vous voyez? Donc, je suis personnellement fondé à croire que le législateur n'ayant pas imposé un formalisme, on peut passer un acte sous seing privé. Là également, j'aimerais vous rappeler une chose. Vous parlez dans l'hypothèse de personnes profanes. Mais il peut aussi y avoir des associés qui sont véritablement des sachants du droit. Donc, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que l'articulation qu'il y a lieu de faire. Et un élément très important également dans la structure du pacte, c'est le préambule. Parce que le préambule d'un pacte, comme de tout contrat, permet d'éviter, ou en tout cas de régler des problèmes d'interprétation. Quand le juge a des soucis pour interpréter, peut-être, il peut se référer au préambule, parce que c'est là où on voit un peu la philosophie des parties au contrat. J'aimerais, si Maître le permet, ajouter très rapidement quelque chose tout à l'heure par rapport à la clause pénale. Après aussi, ça dépend de la réglementation interne de chaque État. Parce que je sais que par rapport à la clause pénale, il faut faire très attention. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas au Togo, parce que au Sénégal, ce n'est pas le cas. Le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation par rapport à une clause pénale. En France aussi. Maintenant, je ne sais pas si au Togo c'est le cas ou bien au Burkina c'est le cas. Donc, là aussi, quand on veut insérer une clause pénale, il faut voir est-ce que le juge a la possibilité de réviser une clause pénale qui est excessive aussi. Donc, ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Par rapport à l'exécution forcée aussi, tout dépend aussi des pays aussi. Clause d'exécution forcée, tout dépend des pays. Certainement, vous parlez dans le cadre du Togo, obligation de faire, les obligations de faire ou de ne pas faire se résolvent en dommages et intérêts. Encore que article 1142, je ne sais pas, en tout cas en droit français c'est l'ancien article 1142 du Code civil. Aujourd'hui, avec la réforme du 10 février 2016, l'exécution forcée est bel et bien possible. C'est pourquoi je dis, un investisseur doit, par rapport à ces clauses-là, voir quelle est la réglementation interne applicable. Vous voyez? Selon qu'on est au Sénégal, si c'est au Sénégal, l'exécution forcée est bel et bien possible. Si c'est en France, l'exécution forcée aussi est bel et bien possible. Donc, ce n'est pas forcément le versement de dommages et intérêts. Donc, il peut y avoir aussi une exécution forcée. Donc, c'est à l'investisseur et au fondateur de voir quelle est la règle de droit applicable. Donc c'est ça que j'aimerais apporter comme réponse. Merci. Écoutez, sur la question qui a été posée, je crois, ici, sur le conflit de loi et sur la nécessité d'appliquer une loi qui est favorable à l'une ou l'autre des parties, je pense que le pacte actionnaire est avant tout un contrat. On se met d'accord nécessairement sur la loi applicable. Je dirais que la loi favorable est la loi sur lesquelles les parties se sont entendues d'appliquer, tout simplement. Avant d'avoir un conflit, on détermine la loi applicable, qui sera applicable à ce conflit. Ce n'est pas après, malheureusement, que l'on se met d'accord sur une loi qui nécessairement, lorsqu'on a connaissance du conflit, eh bien, on va chercher à trouver une loi, la loi française, la loi gabonaise, la loi togolaise, qui sera la plus favorable pour résoudre notre conflit. C'est pour ça que c'est nécessaire d'appliquer en amont et de déterminer quelle sera la loi applicable, qui sera la plus pertinente et la plus qui arrangera l'ensemble des parties. Mais c'est quelque chose, malheureusement, qui n'est pas de l'ordre du prévisible, puisque les conflits sont pluriels et on ne sait pas quelle sera la nature du conflit et si ce droit sera en faveur. Mais c'est quelque chose que l'on peut prévoir, tout simplement. On cherche évidemment la loi qui nous est la plus favorable. C'est avant tout un contrat multipartite avec des parties qui sont de nationalités différentes et qui ne s'entendront pas nécessairement sur cette question de choix de loi. Mais c'est important de l'avoir. Je vais enchaîner en même temps. Il y avait une question qui était plus ou moins dans le prolongement de la question de la loi applicable. C'était de savoir si
cette possibilité ne va pas à terme permettre aux parties de se soustraire au respect de règles d'ordre public, puisque dans la hiérarchie, le pacte d'actionnaires doit être conforme non seulement au statut, mais également aux dispositions d'ordre public de l'acte uniforme. Je crois qu'il serait peut-être bien de répondre en même temps également à cette question-là. Professeur Wadi? D'accord. Alors, je ne vais pas m'aventurer parce que je ne suis pas spécialiste du DIP. Voilà. Donc il y a des gens qui sont vraiment spécialistes parce que là, la question que vous posez, c'est vraiment du droit international privé. Je crois que tout à l'heure, elle a parlé de CCI ou bien elle a bien fait de dire que la CCJA, quand même, aujourd'hui, se positionne aussi. Donc les parties n'ont pas forcément besoin d'aller en arbitrage international. La CCJA pourrait appliquer le règlement d'arbitrage de la CCJA. Donc pour faire court, personnellement, par rapport au choix du droit applicable, si c'est une convention d'arbitrage, le problème ne se pose pas parce que c'est le législateur qui permet aux parties de choisir la règle de droit applicable et même la procédure applicable. Le problème ne se pose pas. Mais maintenant, le problème va se poser au niveau en aval, au niveau de l'exéquature. Et ça, il appartiendra au juge de veiller pour voir est-ce que les dispositions de l'acte uniforme ont été respectées ou ne l'ont pas été. Voilà. J'ajouterais également qu'effectivement, la loi applicable est nécessaire et aura un contrôle a posteriori par les juridictions. Mais sachez une chose, c'est que lorsque la CCJA qui sera saisie d'une question d'exéquature ou d'un recours en annulation n'aura pas vocation à contrôler le contrat en lui-même, mais aura vocation à contrôler la sentence arbitrale. C'est important puisque finalement, on n'aura pas à contrôler la pertinence de la loi applicable qui a été choisie par les parties. Le juge n'est pas là pour ça, a posteriori. Donc c'est quelque chose effectivement qui est nécessaire de déterminer en aval, mais quelque chose auquel on doit penser lors de la rédaction du contrat. Ça déterminera ensuite toute la question d'exécution du contrat et toutes ces questions de conflit qui seront ensuite appréciées par les juges a posteriori. Je crois que toutes les questions ont trouvé réponse. Sauf erreur. Oui, d'accord. Donc, nous passons à une seconde et sans doute dernière liste. Vous avez la parole. Merci bien pour les panélistes. Je me nomme commissaire Théoda. Je voulais féliciter les différentes interventions. Ce n'est pas une question que j'ai à poser, mais une crainte qui ressort de toutes ces interventions et que je crois pouvoir comprendre les questionnements des participants. C'est surtout la crainte, disons, le poids de l'investisseur lorsqu'il veut rentrer dans l'entreprise et maintenant le fondateur. Et la question, si je me rallie à la question de madame, pour dire, il prévoit la loi applicable, c'est-à-dire une loi internationale. Moi, je suis du droit au WADA. On prévoit l'investisseur vient, compte tenu de son poids, il prend des dispositions plus bienveillantes d'où il vient. Alors, on crée donc une certaine évasion de la responsabilité. Donc, disons, pour dire que les dispositions des pactes doivent être conformes à l'acte uniforme et puis au statut. S'il choisit, il fait une attribution de compétences ou choisit une loi étrangère, ces lois étrangères permettent cette disposition qu'il intègre dans le pacte, alors que c'est interdit ici. Donc je crois que c'est la crainte là que moi je pense, si je comprends très bien, que les intervenants essaient donc de soulever. Bon, voilà un peu mon rapport par rapport à cela et puis bon, c'est les réponses. D'accord, merci. Votre préoccupation est notée. Aux intervenants, moi c'est Maître Thérèse Donou. Je voudrais rebondir sur la question de la loi applicable pour peut-être apporter une précision ou compléter un peu l'intervention de Maître Silva. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que dans le cadre d'une émission d'un avis de capacité, par exemple, il nous arrive de faire la revue du pacte d'actionnaires
Et généralement, la loi applicable, c'est la loi étrangère. Peut-être les parties ont prévu de recourir à la loi, au droit français par exemple, et donnent compétence juridictionnelle à la Cour d'appel de Paris. Mais ce que nous faisons, par prudence, c'est de préciser que c'est sans préjudice des dispositions impératives de l'acte uniforme de l'OHADA. Et je crois que cette précision est importante dans la mesure où le pacte d'actionnaire est avant tout un contrat où c'est la liberté contractuelle, mais il faudrait, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, que ce soit conforme aux dispositions de l'acte uniforme. Donc c'est toujours prudent de prévoir que c'est sans préjudice des dispositions impératives. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre contribution. D'accord. Elisa Papadia, merci pour ce thème, mais j'ai une préoccupation. Est-ce que là, le fait de soumettre le pacte d'actionnaire à la hiérarchie des normes n'est pas une atteinte à la liberté contractuelle? Parce que là, s'il faut déjà des clauses, s'il y a une prévision des clauses, par exemple d'agrément ou d'ordinaire et de tout ça là dans le contrat ou dans les statuts, et de quoi est-ce qu'on parle entre nous associés? Ou de quoi est-ce qu'on parle entre moi, l'investisseur, et le promoteur de l'entreprise? Or, peut-être que j'aurais voulu avoir des clauses beaucoup plus chocs. Mais là, est-ce qu'il faut modifier les statuts ou qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci. Comme M. Dono avait en fait une contribution, je permets une toute dernière question. Ça nous intéresse beaucoup ce thème sur le pacte d'actionnaires, en ce sens que nous, en tant que professionnels du capital investissement, c'est nous qui faisons cet aspect pédagogique au moment où nous allons conclure une opération. Beaucoup de sponsors découvrent la nécessité de conclure un pacte d'actionnaire au moment où nous nous apprêtons à investir dans la société. Ce que nous recommandons d'une manière générale, c'est que le sponsor aussi prenne son avocat qui pourrait mieux le sensibiliser. Et le pacte d'actionnaire, vu de notre point de vue, comme ça a été en liminaire un peu abordé, c'est un acte qui conclut un mariage. Nous, dans notre cas de figure, généralement, nous sommes investisseurs minoritaires, actionnaires minoritaires dans les sociétés. Donc, de notre point de vue, ce qui nous intéresse, tout à l'heure, le modérateur parlait du loup qui rentre dans la bergerie. Ce n'est pas, en tout cas, nous, notre vision du capital investissement. Je voudrais quand même le souligner en notre nom de co-management. Nous sommes pour apporter le développement de l'entreprise. Et quand nous venons, c'est plutôt nous, notre vision, c'est généralement la personne se couche, je veux dire la tierce partie se couche de ce que nous entendons et ce que nous avons vécu jusque-là, c'est que l'entrepreneur, il veut votre argent. Une fois qu'il prend votre argent, c'est fini. Comment on structure maintenant ce mariage, sachant que nous sommes investisseurs minoritaires. Deuxièmement, nous intervenons pour une période très limitée. Nous ne sommes pas appelés à rester pour longtemps dans l'entreprise. Et troisièmement, comment on organise notre sortie, parce que tout à l'heure, les exposés qui ont précédé en ont évoqué, mais sans beaucoup l'approfondir. Et c'est la sortie qui nous intéresse. Et par rapport à cette sortie, d'une manière générale, c'est à ce moment que des difficultés arrivent. Si des difficultés ne sont pas arrivées dans le fonctionnement, le mariage au quotidien, c'est-à-dire ce mariage, il faut que le pacte d'actionnaire réglemente comment la gestion va se faire, quelle information nous avons, à quelle information nous avons droit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
contrairement à nos intérêts. Et maintenant, on arrive à la sortie et on a prévu dans ce pacte d'actionnaire généralement comment l'investisseur va se désengager de la boîte, et c'est à ce moment que des problèmes généralement se posent. En ce moment, le sponsor dit non, moi je n'aimerais pas que vous vendez, j'avais signé par exemple qu'on recherche ensemble un tiers acquéreur, mais maintenant je ne veux plus, on a fixé que ça va être par tel mécanisme, moi je n'en veux plus. Bon, moi ma question maintenant, après avoir fait cette contribution, une seule question, quelle est, que prévoit l'OHADA spécifiquement pour l'exécution forcée? Parce que quand on arrive à des problèmes, ce qui nous intéresse, c'est si on peut passer outre et puis qu'on se sépare et si possible, comme prévoit la loi. Voilà. Monsieur Noliché, que la formule le loi de la Bergerie ne concernait pas Police Manager. Je me permets de répondre à la toute dernière question, puisque là il est question de pratique du droit au OHADA sur l'exécution forcée. Il faut dire que les dispositions de l'acte uniforme ne se sont pas tellement appesanties sur les questions d'exécution forcée. On peut trouver trace à certains niveaux. Par exemple, en matière de clause d'inaliénabilité, il est interdit de vendre des actions pendant un certain temps. L'acte uniforme prévoit l'annulité. Et lorsque l'on annule, c'est une manière indirecte d'obliger les personnes à exécuter le pacte qu'elles avaient signé. En dehors de ça, on est obligé, comme on est en matière contractuelle, de revenir au droit commun. Donc, même si le droit OHADA n'a pas prévu, par exemple, la clause pénale, le droit OHADA ne s'y oppose pas pour autant. Donc, il serait fortement recommandé, dans un pacte d'actionnaires, de prévoir une clause pénale. Et sur la question, sauf erreur de ma part, je parle sous le contrôle des éminents juges présents dans la salle, sauf erreur de ma part, il n'est pas prévu dans le Code civil tel qu'il est applicable au Togo, ce contrôle-là sur le montant ou bien le taux qui sera fixé dans la détermination d'une clause pénale. Donc on est un peu obligé, pour assurer l'exécution forcée du pacte, en dehors du cas de la clause d'inaliénabilité que je viens de citer, d'avoir recours à des éléments du droit commun, tels que la clause pénale, pour renforcer l'efficacité de ce dispositif-là. Donc, cette petite contribution étant apportée, je vais laisser les intervenants, tout comme tout à l'heure, répondre aux questions qui les concernent. Merci. Pour la question de la juridiction du pays, donc c'était un peu une suite aux précédentes questions, Madame, on suit, nous, de notre côté, une ligne argumentaire qui est assez proche de la vôtre, qu'on soit du côté du manager, du côté de la personne qui rentre dans la société, ou du côté de l'entrepreneur qui cherche à se défendre et à garder le droit local applicable. Dans un cas ou dans l'autre, on argumente autour, dès le début, de la lex societatis, du fait qu'on est en train de parler de parts sociales togolaise, luxembourgeoise, et qu'on peut stipuler beaucoup de choses, mais la réalité est qu'à la fin, on ne pourra pas, en tout cas d'un point de vue luxembourgeois, heurter les principes qui sont prévus par la loi. S'il y a des principes de non-transférabilité, ou dans la SA par exemple, des principes qui veulent s'assurer qu'il y ait une certaine liquidité, il faudra prendre en compte ces normes-là et jouer avec. Voilà. Et c'est un argument que nous utilisons énormément pour garder le droit applicable à Luxembourg, qui est souvent entendu. Je pense que le même argument peut sans doute être fait ici au Togo. On a deux arguments qui sont aussi les juridictions de référé. Il y a la possibilité pour le juge des référés à Luxembourg de se saisir de droits, de problématiques qui ne sont pas initialement prévues pour être traitées par le droit luxembourgeois. C'est uniquement le référé. On réussit, grâce à ça, à créer une certaine stabilité, qui est souvent plus dans l'intérêt d'ailleurs des investisseurs, des managers, qui cherchent le Luxembourg pour ça et pour d'autres raisons. Voilà,
à ce niveau-là, c'est un aspect, et qui, je ne sais pas si c'est le sujet tout de suite, mais permet de rebondir sur le moment où ces questions se posent, qui sont l'exit, et c'est vrai, on n'en a pas énormément parlé, les clauses de sortie, pour brosser, c'est plutôt en réponse à votre intervention, monsieur, les problématiques générales et les points qu'on retrouve dans un shareholder agreement. On cherche soit à bloquer une sortie avec les clauses de standstill, on reste là, on travaille ensemble pendant X années, et justement ça pose des problèmes de juridiction éventuellement, est-ce que c'est permis ou pas par le droit. On cherche à permettre une sortie, le droit de première offre, etc. Et on cherche à la permettre ensemble. Si on a un projet, on a un drag along ou un tag along. Voilà. En 2 mots, c'est les possibilités de structuration qu'on a, liberté contractuelle à nouveau, et je ne vais pas prendre trop de temps. Pour ajouter sur la question de l'exécution forcée, effectivement, comme l'a expliqué mon confrère, il n'y a pas de disposition particulière prévue par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales notamment, qui prévoit à un actionnaire de s'exécuter de manière forcée. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est utile d'ajouter à cette question d'exécution forcée la condamnation à des dommages et intérêts, donc stipuler une clause pénale qui permettrait de renforcer cette clause qui finalement, de manière pratique, est-ce qu'on peut véritablement forcer un actionnaire à s'exécuter? Je ne pense pas. Voilà. Donc tout repose sur après cette question de condamnation, de condamnation à des dommages et intérêts en cas de violation, pour dissuader l'actionnaire de s'exécuter de façon pernicieuse. Voilà, alors j'aimerais juste ajouter à l'entente. On pourrait aussi insérer peut-être une clause d'astreinte aussi. Voilà. Condamnation sous astreinte aussi. Voilà, c'est une possibilité. Alors par rapport à la sortie, je crois qu'il vous a répondu. Vous avez plusieurs clauses qui existent. La clause de sortie conjointe, la clause de sortie prioritaire, la clause biosec, il y en a énormément. Mais je pense qu'aussi il y a une autre problématique, c'est celle du prix en tant que tel. Donc, est-ce que le prix de cession est un prix qui va arranger tout le monde? Donc là aussi, il faut veiller aussi au prix de sortie, qui pourrait ne pas... Donc, on pourrait recourir à un expert. Si les parties ne s'entendent pas dans la fixation du prix, elle pourrait recourir à un expert, n'est-ce pas, qui va fixer le prix. Alors, je termine avec l'intervention de madame pour lui dire qu'il n'y a aucune liberté qui soit totale, qui soit absolue. Voilà, donc c'est tout à fait normal que le législateur aussi encadre un tout petit peu disons, la liberté des parties. Justement, est-ce qu'il faut modifier les statuts? La réponse, elle est non. Si on a recours au pacte, c'est pour éviter toutes ces lourdeurs-là. Par exemple, s'il faut modifier les statuts, il faut convoquer une assemblée, il faut un quorum, il faut une majorité, donc tout ça, c'est des lourdeurs. C'est pourquoi on veut éviter, contourner ce formalisme. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a recours à un pacte d'actionnaire. Donc s'il faut encore retomber dans le travers du formalisme, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Voilà. Un dernier mot, je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'exécution forcée, la clause pénale, etc. On est dans un pacte d'actionnaires, il y a beaucoup d'obligations de faire, de ne pas faire, qui posent un problème pour l'exécution forcée. On a une technique contractuelle au Luxembourg, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe ici également, qui est la dépossession des titres. C'est quelque chose qu'il faut faire accepter à la personne en face, c'est quelque chose qui est assez violent quand on y réfléchit. Des obligations de faire et de ne pas faire sont prévues dans le pacte d'actionnaires. Il y a une loi à Luxembourg sur les garanties financières. Par cette loi, il y a la possibilité, lorsqu'on détient un gage sur ces parts-là, de les déposséder si jamais nous, bénéficiaires du gage, on n'est pas payé, par exemple, si on est le prêteur et qu'on n'est pas payé. On passe par la clause pénale dans le Shareholders Agreement pour transformer une obligation de faire ou de ne pas faire en obligation de payer, parce que la clause pénale est très élevée. Il reste la question de savoir si la clause pénale peut ou non être discutée par le juge. Néanmoins, le temps que ça arrive devant le juge, les actions auront été immédiatement récupérées par le bénéficiaire du gage,
elles seront dans sa poche pendant cette discussion qui va durer des années. Et dans le monde du capital risque, c'est quelque chose des années qui ressemble à des siècles. Et souvent, ça va être un pouvoir dissuasif où personne ne voudra tenter cette histoire. Il faut un pouvoir très important de la part de la personne qui veut imposer ce genre de clause. On le trouve typiquement chez des managers qui ont déjà créé une très belle société d'investissement et qui veulent avoir de nouveaux associés relativement petits qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Merci beaucoup. Je pense que cela pourrait se faire, puisque l'acte uniforme sur les sûretés a prévu le nantissement des parts sociales. Donc je pense que le mécanisme pourrait bel et bien se faire dans le cas du prorata. Je voulais peut-être apporter aussi une petite contribution à la question relative à l'atteinte ou non à la liberté contractuelle. Effectivement, comme le professeur Bati l'a dit, la liberté ne veut pas pour autant dire qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Mais je pense que peut-être derrière la question, c'est aussi de savoir, la préoccupation est de savoir si le pacte reste quand même utile, s'il reste quand même efficace, s'il va falloir respecter et les statuts et les dispositions d'ordre public. Selon moi, oui. Parce que déjà cela permet d'aménager certaines choses, même si c'est dans la limite des statuts et de l'ordre public. Et pour donner un exemple concret qui a été effleuré très brièvement par le professeur Sandro ce matin, c'est à propos des clauses de sortie. La clause de sortie essentiellement renvoie à quel scénario? Vous êtes capital investisseur, vous êtes devenu actionnaire pendant un temps dans une société et il est prévu qu'après tel nombre d'années, on doit racheter vos parts pour que vous puissiez partir. Or souvent, ce mécanisme sera mis en branle par le capital investisseur à un moment où il va prendre des bénéfices, mais il ne va pas subir de pertes réelles. Ce qui en soi porte atteinte à l'interdiction des clauses léonines. Je ne peux pas ne prendre que des bénéfices et ne pas subir de pertes. Or le fait que cette clause de sortie soit localisée dans une convention extra-statutaire donne un indice comme quoi la personne qui est partie à ce pacte est un investisseur et non un associé au même titre que les autres. Alors que si une telle clause était prévue dans les statuts, il est sûr qu'elle tomberait sur le coup des clauses léonines. Le simple fait de l'avoir déplacée dans une convention extra-statutaire, dans le cas d'une convention où un investisseur prend part dans le capital d'une société, permet déjà, en cas éventuellement d'un litige, de constater que non, ce n'est pas un associé au même titre que les autres, mais c'était plutôt un bailleur de fonds. Donc, le peu de liberté qui a été donné, entre guillemets, au pacte extra-statutaire est largement suffisant pour faire mille et une choses dans l'intérêt des parties à ce pacte. Je vous remercie. Je pense que, sur ce, on va donner... Nous sommes pris un peu par le temps. Bon, je permets. Oui, allez-y. Ok, merci aux panélistes. J'ai une préoccupation, j'aimerais juste avoir de l'éclaircissement. Parce que depuis les présentations, je viens juste d'avoir un mot qui n'était pas sorti par ailleurs. C'est maintenant que vous venez de sortir ça, parce que c'est ça qui était ma préoccupation. On parle de capital investissement. Le capital investissement, est-ce que celui ou celle qui doit participer à ce capital investissement doit être un institut personné ou bien doit prendre la forme ou bien doit jouir d'un régime sociétal? Je ne sais pas si la personne peut être un institut personné, ayant bien des fonds à sa disposition pour participer à ce capital, ou bien doit être systématiquement en régime sociétal avant de le faire. Je donne un exemple. Je prends par exemple Bill Gates. Il a sa société. Est-ce qu'il doit intervenir en tant que personne institut à un fonds au capital d'investissement, ou bien doit intervenir là avec sa société? Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y, professeur.
Voilà, en fait, le capital investissement prend plusieurs formes. Je vais après certainement vous renvoyer à un ouvrage de Jean-Marc Moulin sur le droit de l'ingénierie juridique financière. Alors, il y a ce qu'on appelle le business angel. Business angel, c'est quelqu'un qui a capitalisé une expérience dans les affaires, n'est-ce pas, et qui prend simplement des participations dans les startups ou bien dans les entreprises qui sont naissantes. Donc ça peut être une personne physique. Maintenant, du côté de la loi, c'est pourquoi lorsque j'intervenais, quand le professeur Santos faisait sa présentation, du côté de la loi, comme je l'ai dit, nous avons ce qu'on appelle une loi uniforme. Une loi uniforme sur les entreprises d'investissement à capital fixe. Vous voyez? Encore que dans cette loi, si c'est par exemple une entreprise de capital risque, la forme en tant que telle, il n'y a pas d'exclusivité. Le législateur ne dit pas que ça doit forcément être des personnes morales. Ça peut être une personne physique. Et l'essentiel est de respecter, par exemple, vous avez un délai, tout à l'heure, le monsieur l'a dit, vous ne restez pas longtemps. Parce qu'on vous fixe, par exemple, un délai de 5 ans maximum. Après, vous pouvez sortir, vendre vos actions. Donc, le business angel, c'est une personne physique. Donc, le bailleur n'est pas forcément tenu d'être une personne morale. Ça peut être une personne physique également. Voilà. Je pense que la réponse est ainsi donnée, puisque fondamentalement, l'opération de capital investissement, c'est un investissement privé quelque part. Donc, ce peut être une personne physique, une personne morale, et la personne morale va se décliner en une infinité de structures. Donc, il n'y a pas une obligation d'avoir une forme préalable avant de se livrer à ce genre d'opération. Donc, sur ce, je vais remercier à nouveau nos 3 panélistes qui nous ont permis de mieux cerner cette technique d'encadrement du capital investissement qu'est le pacte d'actionnaires. Je vous remercie tous et je vous prie de les acclamer.